Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce neuvième épisode de la saison 4 des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une illustration de pratiques d'accessibilité en formation avec des témoignages, notamment celle d'une référente et d'un apprenant, et de faire le lien entre ces témoignages et l'offre de services de la RHF, de la GFI. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Bruno Sterlin et Céline Demello pour la RHF de l'AGFIP et Anne-Bénédicte Armand, référente handicap, et Maëva Rio, qui était donc une apprentie. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau temps fort. Je laisse Alexa reprendre Oui, la bonjour parole. à tous. Merci Christine et bienvenue à nos invités. Donc, comme il est de coutume sur Temps Fort, quelques petits rappels en termes d'organisation. Donc, vous savez que le Temps Fort est enregistré, que le replay sera accessible sur le site du Cariforef d'ici quelques jours, semaines, le temps de faire un petit montage, que vous allez recevoir une infographie de synthèse sur les éléments clés qu'on aura abordés ensemble ce matin, qui prendra sûrement une forme particulière puisqu'on va être sur des témoignages, donc une forme plutôt de type verbatim, et que vous avez donc la possibilité de témoigner également de votre côté ou de questionner en utilisant la rubrique de chat qui est dans la barre de Zoom sur votre écran. On va plutôt reprendre les questions ou les remarques après la petite introduction et puis les éléments de témoignage. Merci Alexa. Donc, je vais laisser la parole à nos invités. Et donc, Bruno, je te le laisse prendre la parole pour démarrer. Merci Christine, merci Alexia. Alors, peut-être c'est intéressant de prendre le support un peu avant. Oui. Ouais, ouais, merci beaucoup. Oui, donc bah, je me présente rapidement avant de passer la main à ma collègue aussi. Donc, on va être deux personnes de la ressource handicap formation à intervenir, avec aussi les témoignages. Donc, moi, je suis Bruno Sterlin, je suis chargé d'études et développement à la GFIP au niveau de la délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, je suis aussi l'interlocuteur régional de la ressource handicap formation, dont on va vous parler en fin de webinaire. Et je te passe la main, Céline, pour te présenter. Donc moi, c'est Céline Demello. Je suis ravie d'être présente avec vous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour d'accessibilité des parcours de formation et je suis l'une des interlocutrices conseillères ressources handicap formation sur la région Bourgogne-Franche-Comté. OK, donc bah, l'ont présenté Christine et Maëva, hein, donc notre intention aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la main à deux actrices, hein, au cours de témoignages pour illustrer à la fois des vécus concrets en termes de difficultés rencontrées au sein d'un parcours de formation, d'exemples concrets de ce qui a pu être aménagé. De pratiques aussi, et d'outils qui sont mobilisés. Donc juste après cette petite introduction, on va pouvoir laisser la main aux personnes que je remercie d'ores et déjà qui ont accepté de témoigner. L'idée aussi, hein, c'est de pouvoir souligner comment aujourd'hui, dans le contexte actuel qui vient fragiliser les modèles économiques des organismes de formation, cette question de l'accessibilité et de la capacité de s'adapter à des profils différents et spécifiques devient encore plus un levier pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir sécuriser les parcours, intervenir sur les taux de réussite et la prévention des ruptures, hein. Donc voilà, et aujourd'hui, depuis quelques mois, les données liées à l'accessibilité pour un organisme de formation, un CFA, sont des données qui sont publiques. C'est aussi ça qui fait que ça devient finalement, que ça soit pour un financeur, un prescripteur, un apprenant, sa famille, ou toute personne, bah, le fait de pouvoir accéder à où en est telle structure en termes de niveau d'engagement sur la question de l'accessibilité, et ben ça devient un élément qui est encore plus stratégique pour les acteurs de la formation. Et puis pour dire un dernier mot, le dernier guide de lecture qui est sur le point de sortir, le dernier guide de lecture Calliope,
va formaliser comme un élément de preuve l'engagement pour un organisme de formation dans une démarche d'accessibilité. Donc on voit comment aujourd'hui, bah oui, c'est vraiment un élément stratégique et qui devient encore plus sensible. Voilà en termes d'introduction. Heu, je passe la main à Céline et Maëva pour le 1er témoignage. Oui, alors il nous semblait effectivement essentiel de partir du vécu concret, des personnes qui sont concernées, parce qu'au-delà des dispositifs de formation, des process que vous mettez en place ou des aménagements, il y a des parcours humains et on a des étudiants, des apprenants qui développent beaucoup de stratégies de compensation qui sont parfois invisibles, on le verra, et qui peuvent, rencontrer des difficultés dans leur environnement, soit, professionnel quand ils sont en stage ou, en entreprise quand ils sont apprentis, mais également dans l'environnement de l'organisme de formation qui tiennent pas toujours suffisamment compte effectivement de leur fonctionnement. Et du coup, on a le plaisir d'accueillir Maëva qui a accepté effectivement de partager, son vécu, son parcours, et je vais la laisser pour commencer, se présenter et raconter, une petite partie de son parcours. Voilà, du coup, donc je m'appelle Maëva, j'ai 24 ans et je suis infirmière en pédiatrie et soins intensifs pédiatriques depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Moi donc mon parcours globalement, c'est un parcours, lambda. J'ai fait un parcours scolaire classique. J'ai pas sauté de classe, à la demande de ma maman. J'ai été plutôt timide, plutôt isolée, harcelée depuis, toujours. Hem donc depuis toujours, je sens une grosse différence. J'ai une grosse différence avec la plupart des gens. Plutôt, voilà, timide, j'adorais l'école et une des seules enfants d'ailleurs à adorer l'école. Voilà, l'école c'était vraiment mon kiff, de ma vie d'enfant. Du coup, donc ça, c'est en gros pour vous dire que, depuis petite, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose de différent. C'est important parce que je n'ai pas eu de diagnostic de tout de suite. Pour vous dire, donc moi j'ai été diagnostiquée autiste, TDAH et dyspraxique à l'âge de 22 ans, donc pendant ma formation d'infirmière. Ce qui a fait que je suis partie sur un diagnostic, donc même s'il y avait, ces difficultés sociales déjà depuis avant, globalement, c'est des difficultés, pendant ma formation qui sont manifestées vraiment, et on m'a fait comprendre que, potentiellement ça allait impacter ma formation et que, peut-être je pourrais pas la mener à terme. Voilà, sachant que c'était des difficultés, en gros d'intégration, au sein des équipes, soignantes, donc de mes collègues, et pas du tout en lien avec, les patients que j'avais ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste, l'intégration, en sachant que quand on est étudiant, la posture professionnelle, elle est compliquée à avoir puisque il faut s'intégrer dans les équipes sans prendre trop ses aises. Donc c'est une posture déjà difficile en temps normal. Donc, en tant qu'autiste qui, a du mal à lire les visages et à comprendre les sous-entendus, c'est un enfer. Oui. Donc c'est en deuxième année d'école d'infirmière où j'ai eu quelques difficultés en stage, où on m'a dit: «Voilà, fais attention, faut pas que tu sois trop à l'aise, mais il faut quand même bien t'intégrer dans les équipes». Donc ça a été un petit peu le point qui, m'a fait me dire: «Ah, peut-être que ce serait pertinent de vraiment d'entamer des démarches». Puisque, je travaillais, donc je m'étais renseignée déjà depuis longtemps, hein, sur l'autisme, puisque j'ai des proches, des amis qui, étaient concernés et qui m'ont dit que très probablement, que j'étais moi aussi concernée, et faisant partie d'une association, en contact avec des professionnels, j'ai profité de ces contacts, en fait, pour faire mon diagnostic que j'ai eu du coup courant de deuxième année. Tout début de deuxième année, fin de première année, début de deuxième année. Dans ce que vous nous partagez là, Maëva, vous indiquez effectivement que la plus grosse difficulté était, les interactions, avec vous les voilà, les Oui. pairs ou les professionnels. Mais est-ce que vous aviez pu identifier aussi d'autres choses qui pouvaient, vous demander beaucoup d'énergie, dans le quotidien de cours? Parce qu'il y a des Oui. adaptations qui ont été aussi mises en place.
y a des stratégies de compensation que vous aviez développées? Oui. Du coup, il y avait aussi, tout ce qui était sensoriel, même si, c'était pas aussi prenant, c'était plus embêtant sur le plan scolaire que sur le plan stage parce qu'en fait, j'ai comme en stage, j'ai ma blouse, j'ai ma posture professionnelle, j'arrive à faire abstraction de ces difficultés-là. Mais en cours, tout ce qui était, toucher relationnel, contact physique, c'était compliqué. Donc dès qu'il y avait des TD où fallait, se manipuler et cetera, ça pouvait être compliqué. Bah, au niveau du bruit, parce qu'évidemment, on était quand même une grande promo et quand on avait des cours avec des grands groupes, il y avait évidemment toujours des bavardages, et cetera. Donc moi, j'essayais de me mettre en avant de la salle pour déjà pouvoir vraiment me concentrer sur le cours et avoir moins de bruit de fond et de bruit parasite, par rapport à ça. Après, une fois que j'ai eu le diagnostic, et que j'ai pu en parler, du coup à mes formateurs et aux gens que je côtoyais, j'ai, pu, du coup, dans certains cas, porter soit des écouteurs à réduction de bruit, sans musique évidemment, mais juste pour le côté réduction de bruit ou un casque, à réduction de bruit, selon les formateurs. Hem La prise de notes aussi, c'était compliqué parce que, bah, donc du coup, je suis dyspraxique, donc j'ai des difficultés à écrire, et des grosses douleurs en lien. Donc, j'ai eu le droit de prendre mon ordinateur pour, ma prise de notes de cours, mais aussi pour les partiels. Et ça franchement, j'ai vu la grosse différence, ça m'a changé la vie, ça m'a permis vraiment de gagner du temps, de pouvoir prendre des pauses, de pouvoir finir mes partiels. Ne serait-ce que ça, c'est déjà parce que c'est en plus encore plus frustrant quand on a les réponses, qu'on a bien travaillé, mais qu'au niveau timing, on n'y arrive pas. Donc ça aussi, ça m'a pas mal aidée. Hem Et puis, donc du coup, j'avais un tiers temps qui me permettait, voilà, de vraiment de faire des pauses, pas tant d'avoir plus de temps pour écrire ou quoi que ce soit, mais vraiment faire des pauses pour me recentrer et pas, passer de la question A à la question 5 en me disant: «Je vais oublier la réponse, je vais oublier la réponse» et du coup, j'ai pas répondu à la question 1 et je vais pas revenir dessus parce que je vais pas réussir à me relire, enfin voilà. Donc ça me permettait vraiment de pouvoir prendre le temps et de pouvoir faire un brouillon, ce que je ne pouvais pas faire, avant. Apparemment. Donc on peut voir des Hem, manières d'adaptation qui sont venues, soulager, on va dire, un certain nombre, de choses. Est-ce que, vous disiez par certains formateurs, heu, une fois que les choses ont été posées, que vous aviez identifié votre fonctionnement, les adaptations qui pouvaient vous aider, heu, comment ça a été perçu effectivement, par, l'entourage? alors, il y a des formateurs qui, ont refusé de me donner les cours en amont, parce que pour moi, c'était plus facile de prendre la note directement sur le diaporama, en sachant qu'il était donné quoi qu'il arrive après le cours. Mais pour moi, c'était plus facile de l'avoir avant pour prendre mes notes directement sur le diaporama et pas avoir à la maison, besoin de reprendre le diapo, reprendre mes notes et devoir tout remettre sur le diapo. Voilà, donc ça m'a été refusé par beaucoup, beaucoup de formateurs et avant chaque cours, j'étais obligée de sursolliciter les formateurs en disant: «J'ai vraiment besoin de ça, même si vous me l'envoyez 5 minutes avant le cours, même si j'en prends pas connaissance en amont du cours, juste pour pouvoir écrire dessus, c'est tout». Voilà, donc ça a été très compliqué et je l'ai pas enfin, j'ai arrêté de me battre à un moment donné parce qu'en fait, ça coûte aussi beaucoup d'énergie de devoir se battre, clairement. Oui. Après, globalement sur, mes lieux de stage, ça a été, alors en deuxième année, ça a été parce que j'étais dans le milieu psychiatrique et je suis tombée sur des soignants vraiment adorables. Mais en troisième année, c'est devenu catastrophique. À savoir que durant la deuxième année, j'ai eu beaucoup de mal à en parler puisque je venais d'être diagnostiquée et j'étais pas OK avec mon diagnostic. Enfin clairement, on tombe de haut. Donc j'ai mis beaucoup de temps à, me faire à l'idée que, bah, voilà, c'était comme ça faisait partie de moi depuis toujours et il fallait que je l'accepte et ça m'empêchait pas de devenir infirmière ou de faire quoi que ce soit, clairement. Parce que j'étais arrivée jusqu'en fin de deuxième année, sans diagnostic globalement. Donc c'est que voilà, il y avait des capacités, il y avait un cadre, favorable. Pour autant, en troisième année, du coup, quand j'ai pris plus confiance en moi, que le diagnostic a été confirmé, j'ai décidé d'en parler.
de le dire concrètement, de dire voilà, j'ai des difficultés au niveau social, ne soyez pas surpris, soyez francs avec moi s'il y a un truc qui va pas, essayez pas de faire des sous-entendus, etc. Les 3 quarts du temps, je vais pas les comprendre, ça va ni vous aider vous, ni m'aider moi. Et ça a été très mal, très, très, très mal reçu, alors, pas dans tous les stages, mais dans certains stages. C'était vraiment en plus, j'ai eu 2 stages consécutifs où c'était vraiment les 2 opposés. Mon 1er stage de fin de 3e année, on m'a dit: «Bah, voilà, tu es un individu avec ou sans handicap, on te prend comme tu es, tu fais ce que tu peux. Tout le monde a des difficultés avec ou sans handicap, on fait au mieux, on s'adapte, on fait ce qu'il faut». Et à mon tout dernier stage, donc il me restait que celui-là à valider pour devenir officiellement infirmière. En fait, on m'a pris en grippe à partir du moment où on a su que j'étais en situation de handicap. On me refilait, aux autres infirmières en disant: «Non, ben moi j'ai déjà une étudiante, tout ça, va voir untel si elle a du travail à te donner, si elle a quelque chose pour toi», bref. Voilà, on refilait le bébé à qui voulait bien le prendre. Et quand, à un moment donné, j'ai fait part, de problématiques, sur le lieu de stage, notamment sur un calcul de dose, où, voilà, j'ai fait part d'une potentielle erreur qu'il y avait eu, avant administration pour justement éviter, des problématiques, graves pour le patient. Bah, on l'a retourné contre moi en disant que j'allais tuer le patient et on a fait un rapport circonstancié, du coup auprès de la cadre du service, et on m'a fait comprendre qu'en tant qu'autiste, on pouvait pas être infirmière et qu'il fallait que je pense à me réorienter, alors que j'étais à 2 mois du diplôme et que j'avais 18 de moyenne et tous mes stages validés, toutes les compétences validées, enfin globalement le dossier il était nickel, propre, voilà, et on m'a dit qu'il fallait que je me réoriente, et que je pense à trouver quelque chose de plus compatible à mes handicaps. Heu, du coup, bah, j'ai décidé de leur montrer qu'ils avaient tort. Parce que j'ai aussi, avec le TDAH, un esprit de contradiction qui m'a bien servi. Donc, au lieu de me mettre en arrêt comme on me l'a suggéré, j'ai continué mon stage. Je ne l'ai pas validé puisque de toute façon, ils avaient décidé que je ne le validerais pas. Du coup, la réunion de fin d'année, ils ont décidé qu'il me fallait un stage de rattrapage. Donc j'ai fait mon stage de rattrapage et au bout d'une semaine, je gérais déjà le secteur de 15 patients en totale autonomie, sans aucun problème, en ayant parlé de mon handicap et en ayant fait, un petit, «récap» entre guillemets de sensibiliser l'ensemble de l'équipe, en tout cas au moins les personnes avec qui j'allais, t ah pardon, avec qui j'allais, tourner, le plus quoi. Je pense que c'est ma wifi qui déconne un petit peu. Et donc du coup, on voit très bien à travers votre expérience et le témoignage que vous nous apportez, combien l'environnement va jouer un rôle important et combien il est essentiel de continuer la sensibilisation. Avec le recul par rapport à votre parcours, qu'est-ce qui vous aurait pu vous aider davantage en tant qu'apprenante? Clairement, c'est la formation des équipes. Moins de jugement, plus de factuellement, qu'est-ce qui te pose problème? Est-ce qu'on peut le régler? Est-ce qu'on peut pas le régler? Évidemment que, si, en tant qu'autiste, j'avais eu des gros problèmes à communiquer avec les patients alors que c'est la base du soin, là oui, effectivement, il aurait fallu peut-être se réorienter, mais ça se serait vu dès le début. Moi, dans mon cas, les problématiques que j'avais, c'était d'intégration à l'équipe parce que je ne savais pas comment me positionner. Aujourd'hui, je suis intégrée dans une équipe et j'ai pas de problème. Donc c'est vraiment, en fait, un jugement à un moment T sur une situation dans un environnement. Je veux dire, si vous prenez une fleur, que vous la mettez en plein soleil alors que son environnement de base, c'est de l'ombre, elle va mourir. Si vous prenez la fleur et que vous la mettez à l'ombre dans un environnement frais et qui lui correspond, elle va faire plein de fleurs, plein de feuilles, elle va être très contente. L'idée, c'est la même chose. C'est qu'il faut trouver, c'est pas parce que la personne a des difficultés que du coup, ce métier n'est pas fait pour elle. Peut-être que, moi, je sais que dans mon cas, le métier d'infirmière me correspond en pédiatrie. Euh, Chez l'adulte, c'est compliqué pour moi. En psychiatrie, c'est compliqué pour moi parce que bah, ça renvoie à des choses que j'ai vécues. Je suis très émotive et très dans la compassion, donc forcément, voir des personnes en grosse souffrance, bah, ça me fait souffrir aussi. Donc voilà, j'ai adapté au vu de mes stages, j'ai vu qu'est-ce qui me correspondait, qu'est-ce qui me correspondait pas, et j'ai adapté du coup mon poste actuel, c'est-à-dire travailler en pédiatrie, travailler en 12 heures pour avoir plus de repos,
à mes besoins que j'ai pu, du coup, découvrir au fur et à mesure de ma formation. Mais ça, c'est valable pour n'importe quel apprenant avec ou sans handicap. Tout à fait. C'est ce regard, en fait, qui, de préjugés, moi, qui m'a porté préjudice. C'est que, à partir du moment où on a su que j'étais autiste, on s'est dit: «Bah, voilà, déjà l'autisme», alors soit on me disait: «Tu es pas autiste, tu regardes dans les yeux, tu es une fille». Parce que voilà, un autiste, c'est forcément un garçon, qui regarde pas dans les yeux et qui, en plus, a une déficience, a priori. Hem et Mmh. ensuite, quand on m'a dit: «OK, peut-être que, mais du coup, qu'est-ce que tu fais dans le soin où il faut être auprès des gens alors que tu supportes pas les gens?» Ce qui est archi faux, c'est juste que ça me coûte de l'énergie, mais ça veut pas dire que je n'aime pas ça. C'est juste que voilà, c'est une façon de traiter différente et Mmh. évidemment qu'il y a des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Dans mon cas, j'ai une hypersensibilité, du coup sensorielle et plus ou moins émotionnelle, mais ça me permet des fois, de pouvoir négocier avec le patient des soins qui sont refusés au premier abord parce que justement j'arrive à comprendre, comment ils le vivent, ce qu'ils vivent, à mettre à leur place, ce qui est pas toujours évident. Mais aussi à découvrir des choses. Je veux dire, ça m'est arrivé plusieurs fois en stage, de découvrir qu'un patient, était en fait, hyperthermique au tout début et qu'il avait une infection urinaire parce que moi je l'ai senti chaud avant même que le thermomètre, n'indique qu'il avait de la fièvre. Ou, ce n'est pas un super pouvoir, hein, mais c'est des choses, voilà, auxquelles on prête peut-être plus attention par habitude et parce qu'on a cette hypersensibilité-là, des choses qui pourraient passer à la trappe, envers d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette sensibilité-là et qui peuvent servir. Donc il y a toujours du pour et du contre, il faut peser le pour et le contre et voir ce qui correspond le mieux. Et moi, pour moi, c'est ça, c'est à mon sens, à ma fin de ma formation, j'ai formé, mes formateurs, et pas mal d'étudiants, par rapport au TND et notamment au TSA. Mmh. Et j'ai eu beaucoup de retours après d'apprenants qui me disaient qu'en fait, ça avait été super intéressant, super enrichissant pour eux, que autant sur le plan professionnel que sur le plan, personnel, parce qu'ils ont des personnes dans leur entourage qui ont ce type de difficultés. Ils croisent des soignants et des patients qui ont ce type de difficultés. C'est quand même, si on prend l'autisme, c'est quand même une personne sur 100, ce qui est énorme globalement. Sur une promo en moyenne de 100 étudiants, il y en a forcément un dans le lot. Donc, et Mmh. en plus, toute Mmh. adaptation qui est faite pour, ces personnes-là est utile à l'ensemble des étudiants. Et ça, je l'ai constaté moi, durant ma formation. Vraiment, c'est des choses qui ont été certaines choses qui ont été mises en place, en fait, ont servi à absolument tout le monde et pas qu'à moi. Oui. Après, il y a des choses plus individuelles en lien avec la dyspraxie et en lien avec le TDAH, mais du coup, ça Mmh. va être des choses aussi qui vont pouvoir plus on utilise du numérique, plus on laisse utiliser le numérique en formation et plus effectivement ça fait partie de la culture aussi, de la compensation en fait en formation. Pour conclure Maëva, ce témoignage, quel message vous aimeriez transmettre aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui nous écouteront en replay? Voilà, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent de Moi, ce que j'aimerais qu'ils retiennent le plus, c'est que si la personne a besoin de parler de son handicap, faut le laisser en parler. C'est pas une excuse, c'est pas quelque chose derrière laquelle il se cache, mais c'est un moyen en fait de comprendre comment il vit, la formation, comment il vit au quotidien. C'est quelque chose de lourd et c'est difficile de trouver des personnes avec qui en parler. Du coup, c'est super important. C'est vraiment pas une excuse ou quelque chose derrière lequel on se cache. C'est quelque chose de factuel. On vit avec, on n'a pas le choix. Chacun a son fonctionnement, que ce soit personne en situation de handicap ou pas d'ailleurs. Chacun a ses sensibilités, ses spécificités. Et faut pas oublier qu'avant d'être des handicapés, c'est des personnes. Voilà. C'est c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent en tout cas. merci beaucoup pour ce témoignage. Ça a vraiment mis en lumière, plein de choses. L'importance effectivement aussi de prendre en compte les signes en fait ou les difficultés ou toutes les stratégies de compensation qui sont mises en avant aussi, qui c'est du repérage aussi, hein, peut-être de situation. La nécessité d'un dialogue qui soit sécurisé, bienveillant, effectivement. Si on veut que la personne puisse se livrer, il faut lui offrir cet espace-là et puis, bah, l'impact concret effectivement des adaptations sur votre quotidien qui vous a conduit aussi quand même à avoir un gain, en termes d'énergie.
sur les outils techniques, matériels qui ont été mis en place, et les adaptations organisationnelles par rapport, à la gestion des cours. Donc, merci encore Maëva pour tout ce partage. Je laisse la suite à Bruno, parce qu'il y aura un temps de questions-réponses, je pense, après. Tout à fait. Ben, un grand merci aussi, Maëva. C'est précieux tout ce que vous nous avez partagé pour prendre la mesure de chaque vécu spécifique. Maintenant, je vous propose d'écouter un autre témoignage. Je vais dans quelques secondes passer la parole à Anne-Bénédicte Armand, qui est référente handicap au CIFA 89 et que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté également de témoigner. Euh, Madame Armand, est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous partager, voilà, depuis combien de temps vous êtes référente handicap dans votre structure et nous donner quelques éléments de contexte? Donc, bonjour à tous. Je suis au CIFA de Lyon à Auxerre, depuis donc référente handicap depuis novembre 2024. Pour vous donner un contexte, sur notre centre de formation, on a à peu près, 1 000 apprentis tous les ans. Et nous allons du CAP au BTS. Donc on est dans l'apprentissage. Donc tous nos jeunes sont des salariés qui viennent, en formation au CIFA. En général, c'est 1 semaine par mois pour, les CAP. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines par mois pour les bacs pro et les BTS. Et nous sommes dans 5 domaines, métiers de bouche, donc boulangerie, boucherie, pâtisserie, charcuterie, tout ce qui va être hôtellerie-restauration, coiffure esthétique, mécanique, ainsi que, les métiers de la vente et du commerce. Donc, on couvre vraiment un large panel. Moi, dans les jeunes que je suis, on a à peu près, enfin, dans tous les jeunes du centre, pardon, on a à peu près 4,5% qui ont des PAP. Donc on reproduit, du mieux qu'on peut le PAP, de l'éducation nationale, évidemment adapté à nos voilà, comment nos capacités, parce qu'on est dans un centre privé, donc on n'a pas, les financements de l'éducation nationale. Et dernière donnée, on a à peu près une 60aine de formateurs. Donc, voilà, donc on a un gros centre, avec, beaucoup d'éléments, qui bougent, entre les apprenants et les formateurs. D'accord, merci pour tous ces éléments de contexte. Et du coup, sur l'ensemble de la structure, vous êtes la seule référente handicap, c'est ça? Oui, je suis la seule référente handicap. C'est pas ma seule casquette. Je suis aussi coordinatrice pédagogique, mais j'ai la chance de pouvoir prendre ma casquette de référent handicap autant que j'en ai besoin. Donc je ne suis pas, enfin, je suis partagée entre plusieurs rôles, mais j'ai le temps qu'il me faut pour faire cette partie de ma mission. D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez pas du temps réellement dédié pour ça, mais à chaque fois qu'il y en a le besoin, vous avez le feu vert, entre guillemets, de votre direction pour pouvoir répondre aux besoins. C'est ça? Exactement. Donc, on va avoir des Ok. périodes hautes, en général l'été, et puis le semestre d'automne, va être en général assez chargé, parce que c'est là où on recrute les nouveaux, apprentis. Donc, on a des entretiens, avec eux, avec leur famille et puis au printemps, une fois qu'on a fait la demande d'aménagement aux examens, le printemps, il y a plusieurs mois, de très, très creux jusqu'au début des examens et là, ça reprend, le cycle reprend. Mmh. D'accord. Est-ce que vous avez de la visibilité sur le type de besoins spécifiques, de handicap que vous êtes amené à accompagner le plus souvent? Vous di- Oui, donc je dirais que bien 90 des jeunes que j'accompagne, ont des troubles 10. En grande majorité, ça va être de la dyslexie, plus ou moins sévère. Mais oui, c'est vraiment le profil type, ça va être le jeune, qui est dyslexique. D'accord. Du coup, est-ce que
vous avez vu depuis que vous êtes arrivé sur cette mission, heu, des évolutions en ter est-ce qu'il y a plus vous rencontrez plus de situations parce que c'est peut-être enfin, elles sont plus identifiées? Ou qu'est-ce que vous diriez sur, les évolutions que vous avez pu constater, vous, depuis votre arrivée sur la mission de référente handicap? L'année dernière, j'ai eu 2 jeunes qui ont un TSA, donc qui sont autistes. Et j'avoue que c'est quelque chose qui devient un petit peu plus fréquent. Donc je pense que ces jeunes arrivent plus à toquer à notre porte pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Euh, donc ça serait, je pense que ça serait la nouveauté entre guillemets. C'est vrai qu'avant on n'avait pas forcément, en tout cas à ma connaissance, on n'avait pas forcément de jeunes autistes. Et là on commence un, deux, ça commence à D'accord. venir. Effectivement, là, ce que vous nommez, ça rejoint ce qu'on a pu, entendre et puis, évoquer avec Maëva. Mm. L Selon vous dites, il y a plus de jeunes qui font le pas de toquer à votre porte, donc probablement que, la façon, comment l'environnement est organisé, comment vous abordez les choses et va plus ou moins aussi encourager, les personnes à parler, mais je développe pas plus ce point, on y reviendra. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Est-ce que vous pouvez maintenant nous en dire un peu plus sur, tout le processus d'aménagement de parcours depuis, les premiers contacts avec les apprentis, le repérage jusqu'à, l'identification de besoins, d'aménagement et puis de mise en œuvre? Oui, donc en fait, nous, on va avoir plusieurs points d'entrée pour essayer de faire du recueil de besoins. On a plusieurs documents dans lesquels on incite les gens à nous dire ou à prendre contact avec moi. On va avoir la fiche contact, qui est le premier document, la première fiche que les familles remplissent. Et puis, on a aussi des chargés de développement qui s'occupent du recrutement de nos jeunes qui, dès qu'il y a un signe, donnent mes coordonnées et puis me transmettent le nom des jeunes. Dans la case, dans la fiche contact, on a rajouté une case je ne sais pas. Donc, on demande explicitement, voilà, est-ce que vous avez déjà eu des aménagements dans votre scolarité? Et on a une case je ne sais pas. Parce que parfois, enfin voilà, nous, on va parler de PAP, on va parler de troubles 10, mais on a des jeunes, des familles pour qui ça ne parle pas. Et donc, rajouter cette case je ne sais pas nous permet de faire un recueil de besoins un petit peu indirect, parce que s'ils savent que non, en général, c'est non. Mais s'ils ne savent pas, on va avoir des familles, des jeunes qui vont être concernés quand même par les demandes d'aménagement. Donc voilà. Et dans le dossier d'inscription également, on a un petit paragraphe qui explique comment on peut aider les jeunes dans quelle situation, en leur disant encore une fois de prendre contact avec moi si besoin ou s'ils ont un doute, pour qu'ils puissent être accompagnés et qu'on puisse voir s'ils ont besoin d'aide. Donc une fois que ce lien a été fait avec les familles, je leur demande de m'envoyer tous les documents justificatifs. Pour 2 raisons. Pour tout ce qui est bilan orthophonique, on va souvent avoir des préconisations à la fin des bilans. Donc ça, moi, ça m'aide énormément. Pour tout ce qui va être bilan orthophonique aussi, ça me permet de vérifier que les familles auront bien tous les documents justificatifs nécessaires pour faire une demande d'aménagement aux examens. Notre rectorat, donc le rectorat de Dijon, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais nous demande ou demande aux familles des documents de moins de 3 ans pour tout ce qui va être trouble 10. Donc en demandant ces documents-là au début de la formation, on est sûr que les familles ont bien des documents qui vont être valides au moment de la demande. Et puis je demande aussi, s'il y a eu des PAP déjà faits dans le collège ou le lycée ou même parfois l'école primaire, je demande ces PAP parce que ça me donne aussi des pistes, pour les aménagements. Donc une fois que j'ai récupéré tous les documents, je rencontre la famille avec le jeune
Et là, voilà, c'est vraiment un temps de discussion avec le jeune, où je vois notamment quels sont les besoins particuliers en classe. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a eu des aménagements qui ont été mis en place pour le brevet? Des choses comme ça. Et je vois aussi s'il y a des besoins particuliers en entreprise. La particularité de nos jeunes, alors je ne sais pas si c'est applicable à tous les CFA, mais c'est que beaucoup d'entre eux ont fait des stages en entreprise avant de venir au CFA. Et beaucoup ont fait des stages dans leur accueil, dans leur entreprise d'accueil. Donc, ils savent déjà un petit peu comment ça marche. Et si un besoin en entreprise s'est fait sentir, ils vont être capables de me le dire à ce moment-là. Évidemment, si au début ils me disent non, mais qu'un besoin se fait ressentir par la suite, je suis là pour accompagner les entreprises. Les familles me recontactent, c'est très très rare, mais ça arrive. Donc voilà, donc là je fais vraiment un recueil du besoin. C'est vraiment le jeune qui me dit ça a marché, ça c'est pas la peine. J'ai des difficultés là et on n'a pas encore trouvé de choses qui me permettaient de passer outre cette difficulté. Et donc, par rapport à tout ça, moi, ensuite, je propose des aménagements. Donc, on a un PAP avec des aménagements, on va dire, classiques, où si je coche ces aménagements-là, je n'ai pas besoin de communiquer avec les enseignants, avec l'équipe de formateurs, parce qu'on considère que ce sont des aménagements que tout le monde peut mettre en place. Voilà, ça a été validé par les équipes. Par contre, si on a des aménagements qui sortent du commun, là, avant de proposer, je discute avec les formateurs pour voir ce qu'il est possible de faire par rapport à leurs conditions. Voilà, quand on est dans une cuisine pédagogique, bah, il y a des choses que moi, auxquelles je ne vais pas penser parce que j'ai jamais enseigné dans une cuisine pédagogique. Et donc en me rapprochant des formateurs, donc souvent c'est des formateurs métiers, je peux voir avec eux est-ce que ça va être possible? Ou alors le jeune, il a telle difficulté, il faudrait, réussir à faire ça, qu'est-ce que vous me proposez? Et donc en général, on trouve la solution et on arrive à se mettre d'accord. Donc une fois que le PAP a été, tout écrit, tout est bon, je le donne, aux familles pour, signature. Donc là, parfois, certaines familles me disent, bah ça serait bien, ça serait bien. Donc ça arrive que j'ai complètement oublié un élément et je le rajoute. Mais très souvent, on va avoir une discussion avec les familles sur le pourquoi là, c'est peut-être pas nécessaire, pourquoi là, on va peut-être attendre. En fait, moi, je fais très attention à la surcompensation, à ne pas faire de surcompensation parce que le jour de l'examen, les jeunes vont pouvoir demander des aménagements pour l'examen, mais il y a des choses qui n'existent pas pour l'examen. Et ça me tient vraiment à cœur de préparer les jeunes le mieux possible sans les mettre en situation potentielle d'échec ou de situation défavorable. Si on leur propose quelque chose qui leur facilite la vie, c'est sûr, mais qui, le jour de l'examen, va les pénaliser. Donc en général, voilà, j'ai cette discussion avec les familles. Alors c'est très possible de mettre quelque chose au début et puis petit à petit, à un moment, on décide, OK, là, c'est bon, on n'en a plus besoin, on l'enlève et on se prépare pour l'examen sans cet aménagement-là. Donc voilà, donc une fois que le PAP est finalisé, signé par les familles, je le fais signer au directeur et ensuite il est diffusé à l'équipe pédagogique du jeune. Et puis quelques semaines après passer au CIFA, donc ça veut dire en général, si le jeune commence à la rentrée, ça va être en décembre-janvier, recueille les appréciations des formateurs et de la famille pour voir, voilà, est-ce que ça convient? Est-ce qu'on ajuste? Est-ce qu'on rajoute? Est-ce qu'on enlève? Et donc, j'ai les appréciations des uns des autres et si besoin, on ajuste pour que le jeune soit soutenu du mieux possible, sans surcompensation, sans le défavoriser par rapport aux autres le jour de l'examen. Donc voilà, donc ça, c'est en quelques mots notre process par rapport aux aménagements.
pour nos jeunes. D'accord, merci beaucoup. Donc du coup, j'entends que c'est vous qui faites le lien avec bien sûr, l'apprenant, sa famille, avec le moment venu, l'équipe et aussi avec l'entreprise quand il y a des besoin de pouvoir envisager des ajustements par rapport à des besoins que vous identifiez. C'est vraiment vous Oui, qui coordonnez l'ensemble du sujet auprès des oui. différents acteurs, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, pour ce qui est des entreprises, en général, je les dirige vers la GFIP. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément le réflexe parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de se diriger vers des organismes comme la GFIP. Mais voilà, je leur donne les contacts des personnes qui peuvent les aider concrètement par rapport à ces aménagements. Oui. OK. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples, concrets de justement vous parliez, il y a des aménagements un peu plus communs, classiques et là, il y a pas forcément besoin d'en informer, d'une façon particulière les formateurs, puis d'autres choses qui sortent un peu de ce que vous avez l'habitude de mettre en œuvre. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors de plus en plus, enfin de plus en plus, ça reste quand même, assez à la marge. On va avoir des jeunes, qui vont avoir besoin d'un ordinateur. Donc l'ordinateur se démocratise, et un cas particulier, c'est un jeune, qui est dysgraphique. Mais quand il y a pas beaucoup de choses à écrire, arrive à écrire sans difficulté, non, mais qui arrive à écrire, et ça lui pose pas de souci. Mais par contre, s'il y a des évaluations qui sont, plus longues, comme en français, par exemple, en CAP, vous allez avoir quand même pas mal d'écrits. Donc là, j'avais demandé au formateur si c'était possible de prévenir le jeune une semaine à l'avance, quand ça va être une évaluation où il y aura beaucoup de choses à écrire, pour que le jeune puisse emmener son ordinateur pendant sa semaine SIFA et puisse voilà, connecter, enfin recevoir le contrôle en format, alors je ne sais pas s'ils utilisent Word ou PDF, mais voilà, taper son évaluation au lieu de l'écrire à la main quand il y a beaucoup de choses à écrire. D'accord. On a aussi des jeunes qui utilisent des stylos lecteurs. Donc nous, on n'a pas d'AVS ni d'AESH. Mais pour les jeunes qui ont besoin d'entendre au lieu de lire eux-mêmes, on leur commande des stylos lecteurs. Et donc, ils connectent leurs écouteurs par Bluetooth. Et pendant les cours, pendant les contrôles, ils peuvent, voilà, ils passent leur stylo lecteur, ça scanne et ça lit le texte. Et donc ça leur donne un peu plus d'indépendance par rapport à s'ils avaient une personne avec eux. Voilà. Donc ça va être des cas, c'est des cas pas très fréquents, mais ça va être les cas les plus hors du commun, entre guillemets, qu'on va avoir. Voilà. D'accord. Merci et pour conclure, puisque je vois que le temps file, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet que vous êtes, qu'on a évoqué, et que vous êtes en train de mettre en œuvre à destination des formateurs? Ouais. Donc, je suis en train de créer une formation pour nos formateurs, pour les sensibiliser, mais aussi les pousser un petit peu enfin, pour leur faciliter la vie par rapport aux troubles 10. Donc, c'est une formation sur les TND, d'une manière générale, avec donc plusieurs modules, donc une introduction générale, un module dyslexie, dysorthographie, un module dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie et dysphasie, un module TDAH et un module sur l'autisme. Et donc ça va être en petits groupes, fait made in SIFA, pour vraiment pouvoir s'adapter au mieux aux conditions réelles d'enseignement ici, pour sensibiliser donc les formateurs, mais aussi leur donner des clés, des outils, et encourager cette communication entre eux, alors pour certains, ça va être pour les encourager à prendre cette question au sérieux, mais pour d'autres qui sont très demandeurs, la plupart des formateurs sont très demandeurs, ça va être vraiment pour leur donner soit le petit coup de pouce nécessaire, soit la grosse courte échelle nécessaire, mais pour
les aider à mettre en place ces aménagements, pas forcément individuels, mais qu'ils peuvent mettre en place pour toute la classe. C'est un peu comme un automatisme dans leur pédagogie, pour rendre leur pédagogie plus inclusive d'une manière générale. Ok, très, très intéressant. Et puis ça recoupe aussi avec le témoignage précédent de Maïva, hein, par rapport au fait que les aménagements qui sont mis en œuvre vont profiter à l'ensemble, à Mmh. l'ensemble des apprenants. Puis par rapport à cet enjeu aussi de sensibilisation des professionnels, des formateurs, hein, qui est un enjeu Oui. clé. Oui, oui, oui. Donc, oui, parce qu'on a beaucoup de formateurs, enfin beaucoup de formateurs. On a des formateurs de la vieille école, donc pour eux, les troubles 10 sont pas forcément une réalité. C'est, le jeune, faut qu'il travaille un petit peu plus. Et puis, comme on est un CAFA, on va avoir beaucoup de formateurs qui viennent du monde professionnel et qui donc n'ont jamais été sensibilisés aux troubles 10. Parce que dans leur métier, ils n'ont jamais été confrontés, ils n'ont jamais eu besoin d'être confrontés à ces situations. Et donc pour ces personnes-là, leur donner les clés nécessaires pour pouvoir faire cette partie du travail, ça les aide énormément. On a beaucoup de formateurs qui sont très demandeurs. Et puis, voilà, on a des formateurs qui viennent de l'éducation nationale, donc eux, ils ont déjà un petit peu l'habitude. Mais voilà, on a une grosse partie de nos formateurs pour qui c'est une nouveauté et, euh, et qu'il faut aider. Mais c'est un très très beau projet qui va, je l'espère, être inspirant pour un certain nombre de participants, qui pourra donner suite à des échanges, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, hein, ce besoin de sensibilisation, de transmettre des outils. Un grand, grand merci, Madame Armand. Est-ce que vous voulez ajouter un mot pour conclure? Je voudrais juste, oui, préciser que le point le plus important, que ce soit avec les collègues, avec les jeunes, les collègues entre eux, c'est vraiment ouvrir la communication. Je pense qu'on l'a vu avec le témoignage de Maëva, pouvoir communiquer, euh, 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 zut, permettre, encourager cette communication entre les différentes parties pour pouvoir mettre en place des choses, éviter les malentendus, et vraiment que tout le monde soit dans la même direction, et travaille pour le même objectif, c'est vraiment primordial. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Eh bien, on va pouvoir peut-être, là, je vois que le On temps, arrive. j'ai un... Effectivement, on arrive au temps où on peut peut-être reprendre quelques questions et quelques Ouais. échanges avant de vous redonner la parole sur RHF et la GFIP. Donc, j'avais fait un petit message, mais du coup, tout le monde a été absorbé par les témoignages qui étaient très intéressants. Donc, les questions ne sont pas forcément arrivées au même moment. Il y a beaucoup de remerciements, hein, donc on les partage vis-à-vis de deux témoignages. Donc, je vais reprendre les questions. Il y en a pour l'instant qu'une seule. On a nommé un formulaire, a-t-on un formulaire nommé PAP dans le cadre de la formation continue pour adultes? Alors, sous-entendu, un formulaire un peu harmonisé, au-delà de ce qui peut exister en interne ou des choses qui peuvent être adaptées, comme vous l'avez évoqué dans votre processus, vous adaptez des éléments, pour récupérer des éléments qui sont utilisés en collège ou en lycée. La question, peut-être elle est à partager collectivement par rapport au témoignage et puis par rapport à la ressource handicap formation aussi, si à un moment donné, il y a eu un questionnement sur un document un peu harmonisé. Donc nous, ce qu'on a fait, on a repris, le PAP de l'éducation nationale qu'on a ajusté, à notre réalité, en fait, à nos moyens, heu de formateurs, de personnel, et par rapport à nos exigences, logistiques. Mais à ma connaissance, il va pas y avoir de documents qui existent déjà, Et pour qui serait la formation spécifique professionnelle. à la formation professionnelle continue ou à Non, l'apprentissage. non, à ma connaissance, il y en a pas. On a toujours beaucoup de remerciements, hein, donc sur le fait que les témoignages soient inspirants, voilà, qui permettent de voir les choses concrètement. Je pense que ça va permettre pas mal de réflexions
de la part de toutes les personnes qui nous suivent. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être qu'on peut en profiter pour faire le lien avec des éléments autour de la programmation de la ressource handicap formation avant d'éventuellement prendre une dernière question sur les 5 minutes qui nous resteront. Tout à fait. Alors peut-être on va être amené à être vraiment synthétique, puisque on avait quelques diapos, mais notre attention, hein, comme vous l'avez compris, c'était vraiment de donner toute la place et la priorité aux deux témoignages qui vont être inspirants et éclairants, comme vos retours en témoignent. Je te laisse la main, Céline, pour dire 3 mots sur la ressource handicap formation, pour rappeler euh, tout ce qui est à disposition. Oui, alors, du coup, par rapport à la ressource handicap formation, effectivement, dispositif qui est entièrement, gratuit à l'ensemble des organismes de formation au CFA, financé par la GFIP et le FIP et qui a pour vocation d'apporter un appui, de manière globale sur, la sécurisation des parcours en formation dans le droit commun. Donc, on a plusieurs axes et là, il faudrait peut-être avancer, la diapo. Voilà le Juste pour compléter, juste pour vous rappeler que vous pouvez nous mobiliser, hein, à tout moment pour toute question en lien avec le handicap, de près ou de loin, en contexte de formation avec l'accessibilité. Et du coup, à travers les 2 témoignages, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut avoir de l'aménagement individuel, mais que tout ça doit être pensé dans un accompagnement global et coordonné. Et c'est précisément dans cette logique-là que la ressource handicap formation propose des offres d'intervention en appui aux référents handicap et aux acteurs de la formation. Donc l'axe compensation, il vise vraiment à l'accompagnement des situations individuelles. Là, c'est, un appui aux référents handicap et aux équipes pour analyser les besoins d'un apprenant qui est identifié et de manière concertée avec cette méthode d'analyse des besoins. On aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure. Heu, mais on a aussi, entendu que si on agissait au cas par cas, bah, on atteint rapidement un certain nombre de limites et qu'il faut aussi prendre du recul et de la hauteur et c'est pour ça qu'on a aussi une offre sur l'accessibilité où là, on vise à accompagner les organismes de formation dans une démarche de réflexion beaucoup plus globale sur les pratiques, les parcours, les méthodes. L'idée, c'est d'anticiper au maximum les situations d'entrée en formation et de structurer progressivement les pratiques professionnelles afin de faire en sorte que l'environnement soit complètement, enfin, pas complètement, mais en tout cas de rendre l'environnement de formation le plus accessible possible et au plus grand nombre. Et on a un axe effectivement transversal qui lui vise à la professionnalisation des équipes. Donc il y a des modules de professionnalisation là comme, en fort, il y a le temps fort, mais il y a aussi un programme d'animation de formation en présentiel, en distanciel, il y a une plateforme Appui Pro. L'objectif, c'est de partager, on va dire, d'outiller, de sécuriser une culture commune autour du handicap et de l'inclusion, donc ça vient soutenir l'ensemble de vos démarches. Voilà. Peut-être, continuer? Merci Céline. Oui, bah, donc là, par rapport aux 3 axes que vient de présenter Céline, pour vous en dire un peu plus sur cet axe de l'accessibilité, hein, cette démarche un peu globale qu'on propose et en termes d'accompagnement sur mesure pour vraiment s'ajuster à votre réalité spécifique, à votre état et à votre étape et votre état d'avancement. Heu, c'est une démarche d'amélioration continue, hein, en fait, qui vise à faire chaque année un pas de plus, sans forcément viser trop haut, mais par rapport aux priorités que vous allez identifier et sur lesquelles on peut vous aider à à réfléchir. L'idée, c'est de faire chaque année quelque chose. Il y a 3 étapes dans cette démarche d'amélioration continue, hein, qu'on vous propose. Il y a tout d'abord formaliser l'engagement via une charte, en associant la direction et en créant un groupe projet pour ne pas que ça repose que sur les épaules du référent handicap, ni que sur la direction. Donc voilà, c'est la première étape. On on associe des personnes et on formalise en associant la direction cet engagement en termes de démarche d'amélioration continue. Ensuite, la deuxième étape clé, ça va être de faire un état des lieux, un autopositionnement sur la base d'une vingtaine, 21 exactement indicateurs, pour regarder où on en est en termes d'avancement en lien avec l'accessibilité de l'offre de formation à l'instant T. C'est une photo de départ
qui permet ensuite d'arriver sur la finalité, la dernière étape, pour identifier au minimum 2 actions et formaliser un plan d'action sur 2 actions sur lesquelles qui vont nous permettre de faire évoluer justement, heu, ce qui a été, heu, ce qui a été décrit et photographié en termes d'état des lieux de départ. Donc c'est vraiment le principe général. Chaque année, on fait au minimum 2 choses et les petits pas sont la politique visée pour pouvoir valoriser justement cette évolution. Voilà, j'en dis pas plus. Sachez on peut vous accompagner si vous le souhaitez là-dessus. Hem, Comme je le disais en introduction, il y a plusieurs, niveaux d'intérêt pour s'engager dans une démarche d'accessibilité. Ça permet de structurer, comme le disait Céline, les pratiques, structurer une démarche, d'avoir, pour les différents maillons et acteurs d'une structure, un pilotage qui va être formalisé et sans mettre la barre trop haute. Ça va permettre d'identifier des nouvelles ressources, des bonnes pratiques. Ça permet de le valoriser puisque c'est un élément de preuve aujourd'hui, comme je le disais en introduction, pour Calliope. Et puis, en lien avec cet accès public aux données en lien avec l'accessibilité, ben, le fait de se mettre en route aujourd'hui pour un organisme de formation, c'est clairement, un plus pour les apprenants, pour les professionnels en termes de sensibilisation, on l'a vu, hein, c'est ressorti, dans les 2 témoignages et puis pour les financeurs, voilà. Donc ça, c'était pour l'axe accessibilité et puis voilà, on va peut-être clôturer. Je te passe la main, Céline. Donc, lorsqu'il y a des besoins qui émergent autour d'une situation individuelle, on a vu qu'un temps d'analyse était, nécessaire, mais que ce temps d'analyse, il fallait qu'il soit structuré et partagé et c'est dans cette logique que la méthode d'analyse concertée des besoins est née. Donc l'idée centrale, pour être rapide, c'est que l'évaluation des besoins ne peut pas reposer que sur une seule personne ou sur une seule interprétation, si vous pour aller un petit peu plus loin. Et elle doit se construire de manière concertée avec l'ensemble des acteurs du parcours et bien entendu en associant l'apprenant, en premier lieu, hein, parce que c'est sa situation individuelle, c'est lui qui a la meilleure connaissance, des impacts dans son quotidien, des conséquences, des difficultés qu'il peut rencontrer et c'est lui aussi qui a la meilleure connaissance de ses stratégies de compensation. Par contre, à voir si elles sont énergivores ou pas, on a pu voir dans le témoignage de Maëva qu'il y avait plein de choses qu'elle avait mises en place et qui lui a permis d'aller jusqu'au terme d'une formation de lycée, avoir son bac sans, hem, sans avoir de difficultés sur le niveau scolaire. Mais pour autant, ça lui a demandé aussi énormément, d'énergie, de fatigabilité et cetera. Donc du coup, on doit mesurer aussi ces impacts-là parce qu'on aurait pu soulager, notamment sur les prises de notes et cetera, on l'a vu dans le témoignage, beaucoup plus rapidement, de manière plus anticipée si on avait été attentif, à ces signes également. Donc l'apprenant, oui, le référent handicap, quelques personnels de l'équipe pédagogique ou tous les professionnels qui accompagnent, qui connaissent effectivement la personne. Et l'objectif effectivement, c'est justement éviter des interprétations isolées, mais bien effectivement de définir un plan d'adaptation qui va être concerté et qui va être partagé. Donc du coup, ça veut dire aussi une adhésion des équipes, pédagogiques, à ce plan d'adaptation et aux compensations qui sont à mettre en œuvre. Voilà. Je Et j'ai essayé de on faire peut rapide. passer. Merci. Oui, donc là aussi, c'est un axe sur lequel on peut vous transmettre des outils et vous accompagner si vous le souhaitez. Vous pourrez revenir vers nous. Vous avez l'adresse, mail, hein, qui s'affiche et puis que vous recevrez si vous ne l'avez pas. Pour terminer, juste vous remettre en visibilité, hein, cet axe de professionnalisation qu'on propose nous au niveau de la ressource handicap formation via des webinaires, via des accompagnements sur mesure, des ateliers. Et d'ailleurs, vous avez reçu, en principe, à l'heure qu'il est, un mail avec l'agenda 2026 que propose la ressource handicap formation, avec des liens d'inscription. Ce mail, il a été envoyé pendant le webinaire, il était programmé. Donc, si vous n'avez pas reçu et que vous êtes susceptible d'être intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous pour dire que vous n'avez pas reçu le programme. Voilà, donc comme le disait Céline, il y a différents outils, hein, qu'on propose et que d'autres acteurs proposent vers lesquels on peut vous réorienter également pour vous permettre, ben, de faire des pas de plus dans cette autonomie pour identifier les besoins, pour
en interne à faire évoluer vos pratiques. Voilà, on a terminé ce qu'on avait souhaité vous partager. Merci beaucoup pour votre écoute et votre présence. Un grand merci au témoignage encore, hein. Merci Maëva, merci Anne-Bénédicte. Merci également. Donc, pas de questions supplémentaires et énormément de remerciements pour des témoignages vivants, authentiques, très parlants. Voilà. Je réitère les remerciements. Le chat est essentiellement consacré à ce volet qui est bien mérité, puisque vous nous avez partagé des choses qui nous permettent vraiment de voir concrètement quels sont les points de vigilance, comment adapter, comment sensibiliser. Donc Christine, je te laisse la main pour le petit mot de la fin. Mais oui, donc moi je m'associe aussi aux remerciements, tant pour Maëva que pour Anne-Bénédicte, parce que bon, c'est aussi un investissement en tant que référente handicap et bon, bravo. Bravo à toutes les deux pour ce que vous avez fait en plus aujourd'hui. Merci à vous. Eh bien donc nos rendez-vous temps fort continuent et donc le prochain épisode sera consacré au dispositif offre de repérage et de remobilisation, c'est-à-dire aux 2 heures. Et donc l'inscription est en ligne, n'hésitez pas à y aller. Donc et on vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci à tous, merci encore à la GFIP, merci encore à nos témoins et donc un grand merci. À très bientôt. Je me permets juste de dire donc merci à tous et puis donc vous allez avoir une petite enquête en fin de webinaire, donc merci d'y participer pour l'amélioration continue et pour la programmation des temps forts de la prochaine saison à partir de septembre, donc en nous proposant des thématiques qui vous intéresseraient. Et puis apparemment il y a quelques questionnements sur le mail qui n'auraient pas été reçus, mais sur ça on va faire le point. Et il y aura des éléments aussi dans l'infographie de synthèse pour que vous récupériez les éléments clés et les liens qui sont intéressants pour que vous puissiez continuer à avancer. Merci beaucoup, à bientôt, mois prochain Merci. pour un nouveau dispositif qui est peu connu et qui sera intéressant à présenter. Merci à tous. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.